Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine, chaque dimanche pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'émergence des cryptos, vous avez envie de comprendre cet univers passionnant qui s'offre à nous et peut-être un jour d'acheter vos premiers Bitcoins. Alors décryptons pas à pas au fil de nos émissions cet univers passionnant qui s'offre à nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Thibaut, les collectionneurs de crypto vous connaissent, les autres pas encore. Vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. C'est ça. Stéphane, vous, les auditeurs de Sud Radio reconnaissent certainement votre voix. Vous animez tous les soirs de la semaine à 19h20 l'émission Conseil de famille traitant de la gestion de patrimoine. Vous êtes associé au sein du cabinet Via Wealth Management, un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on partage cette même passion pour cet univers si passionnant qui est celui des crypto-monnaies. Et oui Thibaut, et chaque semaine nous échangerons donc autour de cet univers passionnant. Chaque semaine nous emmènerons nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0 et nous tâcherons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Ici, nous vous invitons à découvrir ce qui se trame donc aux confins de l'Internet 3.0. Et chaque semaine, nous verrons qu'un petit monde dans lequel nous vivons va se fondre avec les romans de science-fiction que nous lisons quand nous étions plus jeunes et comment la science-fiction rejoint la réalité. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura deux parties. Dans un premier temps, Thibaut, nous ferons, vous et moi, le tour de ces nouveautés, de cet univers passionnant et nous expliquerons un certain nombre de concepts. Et dans la seconde partie, nous accueillerons notre invité. Aujourd'hui, nous recevrons Pierre Persson, député de Paris, j'allais dire jeune député de Paris, et responsable de la commission sur la crypto-monnaie à l'Assemblée nationale. Yes, alors comme d'habitude, petit disclaimer habituel, l'objectif de cette émission, c'est pas de délivrer quelconque conseil en investissement, on va vraiment s'intéresser aux fondamentaux, essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qui se trame derrière tous ces mots, blockchain, crypto, essayer de vous faire rentrer un petit peu plus loin dans cet univers si intéressant et découvrir semaine par semaine des thématiques nouvelles avec des invités intéressants. Oui, parce que vous le disiez, c'est une véritable révolution qui se présente à nous, comme l'a été la révolution industrielle ou plus tard la révolution de l'Internet. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé du parcours pour acquérir ses premiers bitcoins. Et cette semaine, on va s'intéresser de plus près à la place de la crypto en France. Comment notre gouvernement et nos institutions se comportent-ils vis-à-vis de cette révolution ? Est-ce que la France sera en mesure de saisir cette incroyable opportunité ou est-ce que nous allons reproduire la même erreur qu'avec l'Internet et le Minitel ? Thibaut, où en sommes-nous ? Eh bien, pour l'instant, on en est encore au début. Il y a deux choses à comprendre pour les bases de la discussion qu'on va avoir. La première, c'est que sur le papier, en France, on a tout pour jouer un rôle intéressant dans cette révolution. On a une société qui est plutôt qui a une appétence assez naturelle à la technologie, à l'innovation. On a beaucoup de compétences sur notre territoire, on a beaucoup de cerveaux. La preuve en est, c'est que sur la vingtaine de licornes, donc pour rappeler à nos auditeurs ce qu'est une licorne, c'est une société dont la valorisation est supérieure aux milliards de dollars. Donc sur la vingtaine de licornes qu'on recense aujourd'hui en France, il y en a deux qui sont vraiment spécialisées sur les cryptos, qui sont Ledger et Sorare. On peut même en ajouter deux supplémentaires si on compte Lydia, qui a récemment ajouté des services crypto, et Voodoo, qui est en train aussi de travailler sur le sujet. Donc ça montre qu'il se passe quelque chose réellement en France à ce niveau-là. Et l'autre chose à comprendre, c'est qu'on est sur un marché qui est nouveau, un marché qui est compliqué à comprendre et à appréhender. Et c'est là toute la difficulté, c'est que pour que ce marché se développe, il va falloir mettre un cadre, il faut l'encadrer, le réguler, mais il faut à la fois lui laisser suffisamment de liberté pour qu'il puisse se développer et ne pas freiner cette innovation. Et c'est là où va être le rôle de nos institutions, de réussir à poser ce cadre-là sans brider les acteurs de l'écosystème. Oui, j'entends beaucoup de choses dans la presse, notamment au niveau de la difficulté pour les acteurs crypto d'avoir un compte en banque en France, des choses aussi simples que ça. Il y a même une société qui s'était vue enregistrée en tant que PSAN, dont vous allez nous donner la définition, Thibaut, et qui ensuite s'est fait clôturer son compte en banque au CIC, qu'on va citer, probablement sans raison. C'est quoi cette réalité ?
Ouais, alors c'est vrai que c'est une réalité. Il y a une opposition entre le monde crypto et le monde bancaire, une certaine réticence de ce monde bancaire envers nos activités. Alors d'un côté, on peut la comprendre sous un certain point de vue. De l'autre, ce qui est plus problématique, c'est qu'effectivement, il y a un cadre qui a été posé, donc le cadre PSAN que vous avez évoqué, donc prestataire de services sur les actifs numériques. Donc c'est un enregistrement qui est déposé par les acteurs de l'écosystème auprès de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF, et qui permet d'établir, entre guillemets, une whitelist ou des bons procédés des acteurs qui respectent la régulation française. Donc à partir de là, normalement, si on est enregistré au sein de ce cadre-là, on devrait pouvoir développer son activité correctement avec les outils nécessaires. Et ce qui est problématique, c'est qu'on voit certains acteurs qui jouent le jeu, qui ont ce cadre-là et qui se voient refuser des choses toutes bêtes comme l'accès à un compte en banque, ou même nous, c'est le cas sur Just Mining, on a des clients qui nous envoient des mails de leurs conseillers bancaires qui veulent faire un virement sur notre plateforme et qui se voient refuser le virement avec des termes qui sont assez forts où le conseiller leur dit non, faites pas le virement sur Just Mining, c'est une arnaque. Des termes qui sont assez graves même, hein, si on peut dire, parce que du coup, ça veut dire qu'ils remettent en cause ce cadre-là et à ce moment-là, ça pose problème. Donc, on joue un rôle, on essaye de faire avancer les lignes. Il y a des initiatives comme l'ADAN, l'association des actifs numériques en France, qui jouent un rôle important pour notre écosystème, pour essayer de faire bouger ces lignes, mais c'est vrai que c'est compliqué. Une question, d'où vient cette crainte? Est-ce que c'est par manque de traçabilité de ce qui se passe dans l'univers crypto, ou est-ce que c'est la crainte de voir émerger une concurrence? Alors, on met beaucoup de choses derrière cette crainte-là. La réalité, c'est que c'est souvent une incompréhension et peut-être une réticence au changement aussi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus se cacher derrière les sujets de traçabilité, puisqu'il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des outils qui permettent aussi de couvrir ça. Donc ça, c'est plus des excuses, c'est des choses qui sortent publiquement. Mais aujourd'hui, voilà, pour quelqu'un qui a fait les recherches, et nous, pour avoir discuté avec des hauts décisionnaires bancaires, ils comprennent ce marché, ils comprennent les enjeux, ils sont sensibles aux problématiques. Donc ça, c'est plus des excuses, c'est vraiment une appréhension au changement, je dirais. Ouais. Pourtant, dès 2018, Bruno Le Maire parlait d'une blockchain nation pour la France. Cette initiative s'est traduite par les bases d'un encadrement réglementaire introduit en 2019 dans la loi Pacte, et notamment le PSAN, que tu évoquais plus tôt. Mais le sentiment, en écoutant ton discours, c'est qu'il y a un décalage énorme entre ces déclarations politiques et ce cadre par rapport au quotidien des acteurs de l'écosystème. Ouais, c'est vrai. Il y a une phrase qui a été, je vais citer un confrère qui est Alexandre Stachenko de Blockchain Partner KPMG, qui disait en France, on a un cadre, mais on n'a pas de tableau. Et c'est malheureusement une triste réalité. Alors, attention, il faut pas tout jeter. Hein. Pour le coup, il y a des choses qui sont très bien faites en France. On a un cadre, et ça, c'est important et c'est une bonne chose. Beaucoup de pays n'en ont pas. Et ça permet aux acteurs comme nous de se projeter, de mieux anticiper l'avenir. Donc ça, c'est important. Il faut avoir ce cadre-là. Mais il faut faire en sorte que ce cadre-là soit suffisamment cohérent avec la réalité du marché pour permettre aux acteurs d'être compétitifs. Et c'est là où parfois on peine en fait dans l'échange entre les institutions et les acteurs de cet écosystème, parce qu'il y en a certains qui vont poser le cadre ne vont pas forcément le consulter. On a des acteurs, on va parler avec Pierre après, qui est un de ces acteurs qui permet de faire le relais entre les deux, et les recommandations qui sont faites ne sont pas toujours prises à la mesure où elles devraient l'être. Donc ça va être l'enjeu des prochaines années. Pour le coup, on ne va pas dire qu'on est en retard, parce qu'on a encore une position intéressante. Donc, il y a encore une carte à jouer. Maintenant, à voir comment on va la jouer. C'est maintenant que tout se passe. Eh bien, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine, chaque dimanche, pour partager avec vous notre passion des cryptoactifs, car c'est de cela dont nous allons parler avec Pierre Persson dans une minute. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous retrouver ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine, chaque dimanche, pour partager avec vous notre passion des cryptos. Donc blockchain, bitcoin, métaverse, finance décentralisée, DeFi, NFT, ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Chaque semaine, nous allons passer en revue tout ce qui se passe sur le marché des cryptos et de leurs applications. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Persson, jeune député de Paris,
Paris est responsable de la commission sur les crypto-monnaies à l'Assemblée nationale. Pierre, première question habituelle, quel est ton parcours et pourquoi t'es-tu pris de passion pour cet univers incroyable des cryptos? Quel a été le déclic? Bonjour à vous deux, merci pour l'invitation. Moi, j'ai eu plusieurs vies. Pour celle qui concerne les cryptos, c'est une passion qui remonte à 2012-2013, où j'ai dû voir une vidéo, j'ai découvert un sujet sur un forum, je crois. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans l'écosystème, parce que les promesses qui étaient faites par les balbutiements de cette nouvelle technologie, notamment le premier applicatif qui était le Bitcoin, m'ont largement séduit. Et je me suis dit, c'est l'avenir. C'est comme ça que j'ai suivi le développement de ces projets. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je voulais éviter qu'on en parle de manière négative, on refasse à peu près les mêmes poncifs qu'on avait fait sur Internet, notamment dans les différents rapports qui avaient été rendus et qui ont fait date à l'époque au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai décidé de me saisir de la question pour essayer de promouvoir la chose, de promouvoir à la fois les opportunités, essayer de travailler sur le cadre légal pour un peu encadrer les risques. Et tout simplement pour faire de la pédagogie sur ce qu'était cette technologie et expliquer à nos concitoyens en quoi elle allait changer véritablement le monde. Oui, parce que de l'extérieur, j'ai le sentiment qu'en France, on a complètement raté le virage de l'Internet des années 90-2000. On a tous en tête l'exode de nos cerveaux vers la Silicon Valley, à l'image de sociétés comme Business Objects. Nous avons le même sentiment pour les biotech, qu'il est bien difficile de développer en France. Mais notre gouvernement, et parce qu'il est peut-être plus jeune que le gouvernement qu'on avait dans les années 2000, a, j'ai l'impression, pris conscience de l'opportunité économique de développer cet univers des cryptos. J'imagine d'ailleurs que la plupart de nos auditeurs n'imaginaient pas qu'il existait des députés en France spécialisés sur ce sujet des cryptos. Ça veut quand même dire que le sujet est pris avec au moins une considération. C'est quoi votre mission, Pierre, au quotidien ? Sur le sujet, parce que j'ai plein de missions en tant que député, mais sur le sujet, c'est d'écouter les acteurs. Je serai donc à mon deuxième rapport à la fin du mandat sur la question. Pourquoi 2 rapports? Parce que le sujet évolue très vite. En 2018-2019, beaucoup des technologies que vous allez aborder dans le cadre de l'émission n'existaient pas. Et donc des problématiques qui sont aujourd'hui actuelles n'existaient pas en 2018-2019. Et donc, il m'a fallu plusieurs mois, plusieurs semaines, des centaines d'auditions, en fait, pour comprendre, percevoir le sujet, à la fois comprendre ce qui se passait d'un point de vue du régulateur, comprendre leurs attentes sur la question de la régulation, de l'encadrement, pour tracer les flux et toute la problématique de financement du terrorisme ou de lutte contre le blanchiment d'argent. Puis de l'autre côté, comprendre ce qui se passait de la part de ceux qui entreprenaient en France, leurs difficultés, comment est-ce qu'ils appréhendaient la technologie, comment est-ce qu'ils voyaient le développement de cette dernière. Et donc, c'était un travail d'écoute. Et puis après, on a mis sur le papier. C'est-à-dire qu'on a confronté tout ce monde qui avait d'ailleurs des versions différentes. Le régulateur, il n'est pas dans le même cadre et dans la même logique finalement que l'entrepreneur. Et donc, il a fallu converger pour proposer des solutions. Ce qui est intéressant, je dirais même passionnant, c'est qu'en fait, à vous entendre, on a l'impression qu'on parle cadre, on parle répression, on parle régulation, on parle de faire attention à l'émergence ou au suivi de la cybercriminalité, etc. etc. Est-ce qu'il y a des sujets, j'allais dire, plus positifs, qui visent à essayer de développer cet univers? Vous avez raison, on ne va pas revenir pourquoi est-ce qu'on a raté la bataille de l'Internet, mais c'est qu'en Europe généralement, et pas simplement en France, on a une aversion au risque. On parle toujours de régulation avant de parler, je ne vais pas dire de business, mais en tout cas de technologie, d'innovation. Et on est en train de replonger un peu dans les mêmes travers, c'est-à-dire que en France ou en Europe, on préfère réguler les acteurs étrangers qui se sont développés souvent de manière un peu illégale, dirais-je, en tout cas pas avec les mêmes règles, que de finalement promouvoir la création d'entreprises qui serait plus facile en fait de réguler. Sur la question des GAFA, on le voit bien, on peine aujourd'hui à imposer une fiscalité ou des normes qui correspondent à nos standards culturels, mais si on avait nos entreprises sur le territoire européen, ça serait plus simple. Quand on parle de souveraineté, c'est avant tout développer des entreprises en France. Et je pense que le gouvernement a une véritable volonté, mais sur la question en fait de la blockchain, c'est un sujet qui est doublement difficile parce qu'il est à la frontière du numérique et de quelque chose qui est très abstrait. Vous allez en parler, c'est pour les auditeurs même, ça peut parfois être très compliqué, assez aride. Et puis, c'est aussi à la frontière de ce qui est du bancaire, du financier. Et donc, le cumul des deux fait que c'est difficile d'avoir des spécialistes sur la question. Moi, il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail pour comprendre et surtout pour essayer de se projeter. Parce que le rôle du politique, c'est pas d'encadrer simplement pour réduire les risques. C'est aussi d'anticiper pour pouvoir se projeter.
pas de concevoir ce que sera le futur. Moi, je ne sais pas ce que sera le futur de la blockchain. Je ne sais pas quels sont les protocoles qui réussiront. Je ne sais pas ce qui seront les usages de demain. Par contre, l'objectif, c'est de permettre à des entrepreneurs, notamment comme vous, de pouvoir travailler en France et de développer un business. Pour rebondir un peu là-dessus, il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant, tu avais proposé plusieurs amendements à l'Assemblée nationale sur la partie fiscalité, en l'occurrence, avec pour objectif de simplifier les usages pour les particuliers notamment. La plupart des amendements, pour ne pas dire tous, ont été refusés avec à chaque fois une réponse qu'on retrouvait systématiquement qui était de dire qu'il était trop tôt pour légiférer sur ce sujet. À un moment donné, est-ce que c'est pas frustrant aussi de faire ce boulot et de voir que finalement notre travail n'est pas récompensé entre guillemets, même s'il est entendu. Et est-ce que quand tu présentes ça, tu t'attends à avoir ce refus? C'est quoi l'analyse que tu fais? Est-ce que derrière tu te dis ok, bon, ils ont refusé, mais il y a des choses qui ont été entendues et on va continuer à avancer, le prochain ce sera le bon? C'est comment qu'on réagit à ça? Bon, la première fois, vous êtes déçu. Le risque de la deuxième, c'est d'être lassé. Oui, moi, c'est avec regret que j'ai vu surtout les réponses, non pas le rejet des amendements en tant que tel, même si je pense qu'ils résultent non pas de ma science, mais de la synthèse collective. Donc, ils sont plutôt, en fait, dans le sens de l'intérêt général. Mon regret, c'est surtout la réponse qui a été apportée à ces amendements, et à savoir qu'il était trop tôt. Moi, je pense qu'en matière d'innovation, il est jamais trop tôt. Au contraire, tout le retard qu'il est pris avant fait qu'on est en capacité de le rattraper. Quand je vois parfois des sujets comme on va essayer de recréer le Google européen, je pense que c'est une hérésie. Recréer quelque chose qui a déjà en fait battu le marché et est quasiment monopolistique, ça ne marche que lorsque vous êtes dans un pays qui n'est pas ouvert, tel que la Chine d'un point de vue économique. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour les Européens, c'est de défendre leur industrie, et l'industrie de la blockchain est une industrie de l'innovation qui sera capitale à l'avenir, et de permettre à ce que ces cerveaux restent en France. Moi, dans mon bureau, je vois beaucoup de chercheurs sur la question qui parfois ont des thématiques appliquées pour développer les futures entreprises de demain. Je suis très déçu quand ils me disent qu'en fait, après 2 ans, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, ils vont partir soit en Suisse ou ailleurs aux États-Unis. Et ça, c'est un vrai échec quand on est législateur, parce qu'on représente les Français, on représente l'intérêt général, et on est là pour s'assurer finalement que la France rayonne. Donc la question de la légistique est une chose. Je pense que le cadre que nous avons mis en place, il était précurseur. Aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une véritable volonté politique, mais au-delà simplement de l'exécutif? Est-ce qu'il y a une véritable volonté politique, dirais-je, de l'administration, même si pour moi l'administration n'est pas là pour faire de la politique? Est-ce qu'il y a une véritable volonté politique de la part des banques de considérer, notamment banques commerciales, que ce sujet est un sujet porteur et que la finance décentralisée, en tout cas la nouvelle finance, devra se fondre avec la finance de demain? Parce que sinon, au risque simplement de revoir les mêmes conséquences finalement qu'Internet. Qu'est-ce qui s'est passé avec Internet? Déjà, d'une part, nous, l'Europe, on a été à la traîne, mais d'autre part, on a vu des pans entiers de l'économie complètement bousculés, rasés, parfois des entreprises qui étaient dominantes et qui ont disparu. Alors, c'est la destruction créatrice, certains pourraient s'en satisfaire, mais on a une industrie notamment financière qui était rayonnante en France à l'échelle mondiale. Si aujourd'hui, les banques commerciales ne s'intéressent pas à la question et ne s'intéressent tout simplement pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle finance, il y a un grand risque que finalement ce soit la finance américaine et la finance asiatique qui prennent le dessus. Donc moi j'essaye d'alerter, j'essaye bien entendu de faire évoluer les textes. Parfois c'est difficile, mais tout comme vous, d'un point de vue économique, vous êtes des pionniers. J'essaye aussi d'évangéliser en fait mes collègues, et au-delà de ça les Français, pour qu'ils se disent attention, c'est un sujet. Donc si c'est un sujet politique, et donc si c'est un sujet politique, ça doit être dans le cadre des prochaines élections. Intéressant de voir quand même que la France manque cruellement et souvent de pragmatisme au niveau du business. C'est-à-dire que on est au mieux des suiveurs, avec un cadre réglementaire qui est extrêmement strict. L'aventure de nouveaux marchés, c'est pas tellement ce qui caractérise le mieux le cadre de la politique française. Donc je comprends bien les frustrations qui peuvent naître d'évoluer dans cet univers. Alors pour continuer sur la politique, dans quelques semaines, il y aura les élections présidentielles. Est-ce que le sujet des nouvelles technologies, des blockchains, des cryptos sera un enjeu de campagne, ou on n'en est pas encore arrivé là? Parce qu'en fait, juste pour préciser ma question, c'est un enjeu sociétal. C'est de quel type de développement la France ou l'Europe
ont envie? Est-ce qu'on a envie de préempter ce sujet et de s'approprier ces nouvelles technologies pour en faire des pans de développement économique pour demain? Ou est-ce qu'une fois de plus, on va les laisser partir à l'étranger en suivant tant bien que mal et en récupérant quelques miettes de cet univers économique? Vous avez tout à fait raison. Et pour nos éditeurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez investir sur le Bitcoin, vous pouvez ensuite, après, essayer de plonger dans l'écosystème. Ça reste de la technologie. Mais au-delà de la technologie, il y a quelque chose qui est extrêmement important, et c'est là où le politique doit s'en saisir, c'est qu'on parle de plusieurs choses. On parle de la question des marchés, donc du financement de l'économie réelle, même si on considère généralement en France que les marchés sont déconnectés du financement de l'économie réelle. Il peut y avoir certains biais, c'est en effet. Il y a la question de la monnaie, et donc plutôt de savoir quelle est la souveraineté monétaire, et la question notamment bancaire, et le futur de l'Internet, le Web 3.0. Sur la question de la monnaie, c'est aujourd'hui extrêmement important qu'il y ait un débat politique. Pourquoi ? Parce que je vois de plus en plus sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, la question de la politique monétaire être débattue. Et c'est une très bonne chose. La question de cette technologie rabat plusieurs cartes. Et donc, le politique doit se saisir de cette technologie pour dire, mais aujourd'hui, quel est le rôle de la monnaie ? Comment est-ce qu'elle doit évoluer ? Comment est-ce qu'elle doit être régulée ? Est-ce qu'aujourd'hui, la gouvernance qui est celle de nos banques centrales est-elle pleinement démocratique ? On doit se poser ces questions. C'est des sujets qui sont intimement politiques. Et les laisser simplement à la tech en disant on va répondre à Libra, donc le consortium de Facebook qui veut faire sa monnaie en interdisant, ce n'est pas la solution. La solution, c'est aujourd'hui de faire évoluer nos outils et de se projeter à l'avenir. La blockchain, par exemple, vis-à-vis de moi, en tant que législateur, ou en tout cas de quelqu'un qui est engagé, elle va avoir des conséquences énormes sur la gouvernance démocratique. Vous avez ce qu'on appelle des DAO, des Decentralized Autonomous Organizations, c'est en gros des entités totalement décentralisées, qui peuvent être à la fois des associations, des ONG, des entreprises, qui peuvent être toutes à la fois, et qui pourront aussi demain être des partis politiques. Et on peut considérer qu'une société, à terme, sera totalement décentralisée. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on le souhaite ? Est-ce qu'on souhaite que le représentatif soit prédominant, ou est-ce qu'on souhaite que chaque individualité ait en fait un mot à dire dans la gestion permanente de la structure ? Mais tout ça sont des sujets qui sont à la fois philosophiques, politiques et technologiques. Et c'est pour ça que le politique doit avoir son mot à dire, mais pour avoir son mot à dire, il faut qu'il se cultive, il faut qu'il travaille ces sujets, il faut qu'il se renseigne, et il faut que surtout, il ne soit pas simplement dans les poncifs habituels qui consistent à dire cette technologie n'est que vectrice de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Et ça, je le redis, c'est toujours mon travail de pédagogie. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans notre écosystème. Il y a peu de débats, il y a beaucoup d'opposition. C'est-à-dire que d'un côté, on a les pro-crypto, de l'autre les anti, et il y a généralement une confrontation au lieu d'un... J'essaye de jamais rentrer dans ces débats que je vois sur Twitter, parce que je les trouve très réducteurs. Je pense que la communauté défend plutôt bien sa vision des choses, mais je trouve beaucoup de mauvaise foi, en fait, surtout dans les contradicteurs. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est passionnant dans la mesure où il est extrêmement complexe d'un point de vue intellectuel. Et donc, le résumer simplement à la question du minage, des fermetures, de la consommation électrique, tout ça n'a pas de sens. Vous pouvez dire tout et n'importe quoi à cette technologie, qu'elle aide finalement le développement d'énergie renouvelable, et on le voit à certains endroits, comme est-ce qu'elle consomme un peu trop d'énergie. Donc la vraie question, elle n'est pas tant là, elle est de savoir quels seront finalement les usages de demain et en quoi cette technologie va transformer notre société. Ouais, c'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, je comprends pas bien non plus ce débat avec les pour et les contre. C'est le même débat que celui de l'Internet des années 2000. Il n'y a pas à être contre. Ça arrive, c'est une vague, c'est un tsunami, c'est une révolution. Ça va changer notre quotidien de demain. L'univers applicatif est infini. La question, c'est pas d'être contre, c'est de savoir se l'approprier. En fait, j'ai l'impression qu'on a toujours la trouille de ce qu'on maîtrise et de ce qu'on ne connaît pas. Et mon idée, c'est qu'il serait probablement plus intelligent d'essayer de le dompter et de se l'approprier plutôt que de le fuir et de le rejeter. C'est très vrai, et surtout, il y aurait une tendance, mais c'est normal, on est au balbutiement, donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit les protocoles. Les protocoles, c'est la technologie. Donc on aurait une tendance à vouloir travailler sur la régulation de la technologie. La vraie chose qu'on doit réguler, parce que la technologie, elle n'a pas d'odeur. Vous pouvez finalement, avec la blockchain, être totalement libertarien comme souverainiste. Vous pouvez faire plein de choses. Mais par contre, c'est les usages que vous devez réguler. Et aujourd'hui, ces usages, ils sont encore trop peu connus parce que la technologie, elle est dans une phase d'expansion, de recherche
recherche et de développement, un peu d'immaturité, et c'est les usages de demain qu'on devra réguler. Si on ne veut pas certains usages, eh bien dans ce cas-là, ce sera au législateur de le dire. Mais interdire la technologie en tant que telle, avoir des débats qui sont sempiternels sur la question simplement de la technologie, c'est en effet assez abscon parce que ça ne mène à rien. Eh bien, ce sera une très très belle conclusion pour notre émission d'aujourd'hui. Merci Pierre d'avoir accepté d'être notre invité dans Parlons Crypto. Merci de ta confiance pour nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver ici bientôt. Merci Thibaut de nous accompagner, de ton éclairage sur tous ces sujets qui sont absolument passionnants. Nous nous retrouvons tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine sur l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et surtout pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. La semaine prochaine, on sait quel sera notre invité. Oussama Hamar, peut-être ? Normalement. Bon, en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto. À la semaine prochaine, Thibaut. Merci Stéphane, à bientôt. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.